Bonsoir à tous. Merci d'être nombreux. Nous avons la chance d'accueillir ce soir le professeur Stanislas Dehaene. Et puis, je vais laisser la parole à Emmanuel Dotézac, qui est membre du Collège de France et de la British Foundation. Je te laisse la parole, Emmanuel. Oui, Christelle, merci beaucoup. Bonjour à tous. En introduction à la conférence du professeur Stanislas Dehaene, qui est professeur au Collège de France, je voulais vous dire un petit mot de présentation sur cette belle institution. En effet, le Collège de France est une institution française très ancienne, créée il y a 500 ans par le roi François Ier, mais c'est aussi un lieu qui est très inscrit dans le présent avec aux côtés du professeur Stanislas Dehaene qui nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui, près de 50 autres professeurs qui mènent une recherche de très haut niveau dans beaucoup de disciplines, autant l'économie, l'histoire, l'anthropologie, la physique quantique, mais aussi la neuroscience, les sciences numériques et beaucoup d'autres sujets. Et donc la vocation du Collège de France est aussi de transmettre et de partager cette recherche avec le plus grand nombre. Donc, chaque cours est filmé et librement accessible en ligne sur le site du Collège de France, mais aussi en podcast sur France Culture. Et ce sont près de 15 000 contenus qui sont mis à la disposition de tous. Le collège, c'est vraiment un emblème de l'excellence de la science française, un lieu unique de liberté, d'ouverture et de savoir que nous voulons inviter, que nous voulons vous inviter tous à mieux connaître, mais aussi à soutenir. Et donc, le Collège de France British Foundation a été créé il y a 3 ans pour rassembler tous les amis du Collège de France au Royaume-Uni. Et je vous invite à nous rejoindre. Et en soutenant le Collège de France, vous permettez le développement de projets de recherche ambitieux dans tous les domaines et la transmission de ce savoir à tous. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le Collège de France et sur la Fondation dans la page qui est directement accessible dans l'invitation et sur le site. Voilà. Je vous souhaite une très bonne conférence et laisse la parole au professeur Dehaene. Voilà, bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre accueil. Je suis très heureux de pouvoir vous parler ce soir. Désolé de ne pas être là en personne. Je voudrais partager avec vous quelques résultats que nous avons obtenus sur l'apprentissage. Bien sûr, d'un point de vue scientifique, mais grâce à l'action Agir pour l'éducation du Collège de France, que certains d'entre vous soutiennent fortement, et je voudrais tous vous remercier très chaleureusement pour ça, eh bien, nous sommes capables également d'avoir une action plus appliquée. Les neurosciences, vous savez, font de très grands progrès. On commence à comprendre comment le cerveau apprend, qu'est-ce qui change dans notre cerveau quand on apprend. Et ça peut se traduire par des applications dans les classes pour mieux apprendre, pour apprendre en particulier la lecture, les mathématiques, j'en parlerai sur la fin. Et donc, nous essayons, avec une équipe de mon laboratoire, de développer aussi des applications de ces sciences pour que tous les enfants français et étrangers puissent mieux apprendre. Alors, je vais tout de suite partager avec vous mon écran. Le voici, j'espère. Voilà, juste une seconde. Et le voici. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien tout l'écran? Je crois que c'est bon, hein. Oui, C'est merci. parfait. Parfait. Donc, mieux apprendre l'apport des sciences cognitives. Je parlerai pas mal d'idées qui ont été présentées dans ce livre Apprendre, mais voilà, je vous le dirai le moment venu. Alors voilà le centre Neurospin que je dirige, qui est sur le plateau de Saclay, dans le sud de Paris. Donc, mon laboratoire n'est pas au Collège de France. Il y a certains professeurs du Collège de France qui ont leur laboratoire à l'extérieur. Ici, il y a une très bonne raison, c'est que chacune de ces arches que vous voyez ici abrite un instrument d'imagerie cérébrale. On a 3 IRM pour l'homme, 3 autres IRM pour l'animal. On a la plus grosse IRM du monde actuellement. Et toutes ces machines ont un but, c'est de comprendre le cerveau, mais en particulier, ce qui est spécifique à Neurospin, c'est d'essayer Très de comprendre intéressant. le cerveau en développement. C'est-à-dire, pardon, j'entends quelqu'un qui met. Coupez bien votre micro si jamais vous êtes là juste pour écouter. Merci. Euh, donc voilà, nous mettons au service ces outils pour essayer de comprendre le cerveau de l'enfant, le cerveau en développement.
depuis la toute petite enfance et bien sûr les enfants d'âge scolaire. Et s'il y a des questions là-dessus, peut-être à la fin, je pourrais vous expliquer pourquoi ça n'est pas dangereux, comment on arrive à faire ces expériences avec des enfants qui sont un peu comme des petits cosmonautes qui nous aident en fait à voir ce qui se passe dans leur cerveau. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous expliquer ce qu'on sait un petit peu de la plasticité cérébrale, de la manière dont le cerveau se modifie avec l'apprentissage en combinant inné et acquis, et comment cette plasticité varie au cours de la vie. Et puis, dans un deuxième temps, je parlerai de ce que nous pouvons apprendre à mieux apprendre, et peut-être apprendre à mieux enseigner en connaissant les grands principes de l'apprentissage et comment les exploiter. Je vous parlerai assez particulièrement de la lecture, mais à la fin, j'aborderai rapidement les maths et je vous montrerai quelques projets sur les maths. Alors, qu'est-ce qu'on entend par plasticité cérébrale? C'est un terme que vous connaissez certainement. Il faut l'entendre dans un sens extrêmement littéral, c'est-à-dire que le cerveau bouge. Vous savez que les outils, disons, les organes du calcul dans le cerveau, ce sont les neurones. Vous voyez ici un neurone schématisé avec son axone qui envoie les messages. C'est dendrites qui reçoivent les messages et donc ces petites épines dendritiques qui reçoivent des synapses en provenance d'autres neurones. Et chacun de ces organes peut bouger, et bouge littéralement, et bouge particulièrement dans le cerveau de l'enfant. Les synapses se font et se défont, elles gigotent en permanence. On estime qu'à chaque seconde qui se passe, ce sont plusieurs millions de synapses qui se font et qui se défont dans le cerveau d'un petit enfant. Vous les voyez ici dans des expériences chez l'animal, on arrive à voir ces épines dendritiques qui se font et qui se défont, qui se stabilisent. Alors on pense que c'est la stabilisation de ces synapses et le changement de leur force de ces synapses qui constituent les bases cérébrales de l'apprentissage. Il y a beaucoup de données chez l'animal particulièrement qui montrent que quand on apprend, on change la force de ces synapses et des modèles évidemment d'intelligence artificielle aujourd'hui qui commencent à être bien connus commencent à expliquer pourquoi quand on change la force des connexions entre des neurones, on arrive à réaliser des apprentissages. Bon, les changements synaptiques ne sont pas les seuls, mais c'est quand même la structure principale qui change lorsque nous apprenons. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la petite enfance, de ce point de vue-là, est une période absolument extraordinaire. Dans la première année de vie, comme vous le voyez ici, entre un nouveau-né et un bébé, disons, d'un an, vous voyez ici une extraordinaire progression dans les arborisations des neurones et donc dans leur capacité de recevoir des synapses. Et il y a un phénomène de sélection synaptique qui a été bien décrit, qui fait que dans la petite enfance, vers 2, 3 ans, ça dépend un petit peu des régions cérébrales, le nombre de synapses va être le double de celui de l'adulte. Autrement dit, on surproduit un nombre considérable de synapses et puis on va sélectionner. Et c'est cette sélection qui permet de stabiliser les circuits qui sont utiles, qui fonctionnent bien, alors que les autres circuits vont être progressivement éliminés. Donc on comprend déjà qu'il y a une période d'exubérance dont il faut absolument profiter, une période pendant laquelle vous voyez les neurones sont plus séparés les uns des autres, il y a plus de place, il y a du liquide entre les deux, donc il y a une mobilité de ces cellules qui est beaucoup plus grande. Et tout ceci va se figer progressivement tout au long de la petite enfance et la plasticité cérébrale diminue au cours du développement parce que les neurones finissent par se figer, ils finissent par s'entourer d'une sorte de filet. On parle de périneuronal nets, c'est-à-dire de filets périneuronaux autour de certains neurones inhibiteurs en particulier, qui sont un peu comme du cartilage, un peu rigide, qui enferment les neurones et qui les empêchent d'accueillir de nouvelles synapses par différents mécanismes. Donc, nous avons une enfance qui est particulièrement longue dans l'espèce humaine, 20, 25 ans. Le cerveau reste plastique, il va aussi rester en partie plastique tout au long de la vie, mais de façon moins évidente, plus difficile, dépendante des régions aussi. Et on peut dire une chose, c'est que nous avons inventé l'école, nous avons inventé l'éducation pour profiter de cette période extraordinaire de plasticité. Nous densifions l'environnement des enfants en apprentissage pour profiter de cette extraordinaire capacité d'apprendre. Alors tout ceci, on le voit très très bien dans le changement de comportement et en particulier l'apprentissage du langage en fonction de l'âge auquel on apprend. Ici, vous avez deux exemples que je pense vous connaissez tous, spécialement si vous êtes des Français à Londres. C'est la capacité de prononcer une seconde langue et la maîtrise de la grammaire d'une seconde langue. Et vous voyez que les performances ici décroissent en fonction de l'âge auquel on a commencé à apprendre une seconde langue.
Et même si on a commencé très tôt, dès quelques années de décalage par rapport aux personnes natives, on observe une légère décroissance des performances. Mais cette décroissance devient vraiment dramatique, comme vous le voyez, autour de la puberté. C'est une courbe raide qui indique que nous perdons à ce moment-là la capacité d'apprendre aussi facilement qu'un bébé les langues étrangères. Un bébé apprend avec une facilité absolument extraordinaire. Nous, adultes, vous le savez bien, nous avons du mal à apprendre une deuxième langue ou une troisième langue. Il y a une chose intéressante sur la courbe de droite ici, c'est que à tous les âges, c'est quand même l'immersion qui fonctionne le mieux. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue, plongez-y et faites-le. Il y a un écho. Quelqu'un a dû ouvrir son micro, excusez-moi. Euh, il est vraiment beaucoup plus utile pour l'apprentissage de s'immerger dans l'apprentissage, d'être immergé par exemple dans une famille pendant plusieurs semaines, par rapport à l'apprentissage scolaire où on apprend seulement quelques heures par jour. Alors, cela dit, il ne faudrait pas croire que les enfants sont de sorte d'éponges, d'ardoises vierges qui doivent simplement se remplir en quelque sorte de l'apprentissage que leur fournit leur environnement. En réalité, il y a une tension entre inné et acquis, il y a énormément de compétences universelles, innées, qui existent dès la naissance et qui facilitent les apprentissages, qui ne s'opposent pas à l'apprentissage, hein. Il faut cesser d'opposer inné et acquis, mais qui facilitent les apprentissages tout en survenant dans des réseaux qui vont continuer d'être plastiques. Alors je vous donne un exemple, c'est celui du langage ici. Nous avons été d'ailleurs les premiers avec mon épouse à faire des images du cerveau du bébé en train d'écouter sa langue maternelle. Ce sont des bébés de 2 mois ici. Et vous voyez que le cerveau du bébé répond déjà à la langue qu'il entend autour de lui. Et il le fait déjà avec un circuit qui est très proche de celui de l'adulte. C'est le circuit qui comprend la région de Broca, dont vous avez certainement entendu parler, dans l'hémisphère gauche ici, et puis le lobe temporal, la partie supérieure du lobe temporal. Ce sont des aires qui vont apprendre le langage. Évidemment, le bébé à 2 mois ne connaît pas le vocabulaire ou la grammaire de sa langue maternelle, mais les entrées linguistiques sont déjà orientées vers le bon réseau. Et c'est le cas pour d'autres réseaux dans le cerveau. Par exemple, il y a un réseau qui s'intéresse au visage, il y a un réseau qui s'intéresse aux lieux, il y a un réseau qui s'intéresse aux objets, il y a un réseau qui s'intéresse au nombre. Et tous ces systèmes sont capables d'apprentissage rapide. L'apprentissage est facilité parce qu'on s'appuie sur des intuitions, des compétences universelles pour ces différents domaines de connaissances. Alors, il y a une première conclusion que je voudrais dire très fortement, hein, c'est que le cerveau des petits-enfants a besoin d'un maximum de stimulation par son environnement, bien sûr par ses parents, par tous les adultes qui sont autour, les enfants qui sont autour. Donc, vous voyez, le réseau du langage parlé, il est déjà présent chez les petits-enfants, mais plus on parle aux enfants, plus on voit se faciliter le développement de ce réseau. Et ici, ce sont des images chez des enfants de 5 ans. À l'âge de 5 ans, l'activation de la région de Broca est d'autant plus élevée que les enfants ont été engagés dans un nombre plus grand de conversations. Il est important de comprendre que ce sont des conversations, c'est des interactions bidirectionnelles, contingentes, entre un enfant et un adulte. C'est pas juste allumer la télévision et le cerveau va se remplir de langage. Le cerveau a besoin d'interactions sociales, mais plus il reçoit d'interactions, plus il va pouvoir se développer rapidement. Ça peut paraître évident, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est tout à fait naturel de parler à ses enfants. Il faut savoir quand même que c'est quelque chose qui est en souffrance actuellement. On parle souvent du problème des téléphones portables en pensant que ce sont les enfants qui sont exposés aux écrans. La réalité, c'est que le vrai problème, c'est surtout les adultes qui sont distraits par leur écran et qui cessent de parler à leurs enfants. Donc vous pouvez donner le message autour de vous. Il peut y avoir une véritable privation sensorielle des enfants lorsque pendant plusieurs heures, on ne leur parle pas, on les colle souvent devant un écran et les adultes eux-mêmes sont totalement distraits et ne sont pas en train d'interagir avec leurs enfants. C'est vraiment quelque chose de très fondamental parce que on va être en train de préparer tous les apprentissages ultérieurs. L'apprentissage du vocabulaire, l'apprentissage des structures de la langue maternelle se met en place dès la première année de vie, hein, la première année, et va continuer pendant plusieurs années ensuite. Et c'est ce vocabulaire qui est mis en place qui va permettre aux enfants ensuite d'apprendre très rapidement à lire.
Alors, cette préorganisation du cerveau, on en a plein d'exemples, hein. Je vous donne un exemple qui vous distraira peut-être un petit peu. On fait venir un bébé au laboratoire. Ici, ce sont les travaux de Colin McCrink et Karen Wynne. Imaginez que vous êtes le bébé, vous vous asseyez devant un écran d'ordinateur et vous voyez ceci. J'espère que ça va fonctionner. Vous voyez 5 objets qui se cachent derrière un écran. Vous en voyez 5 autres qui se cachent aussi derrière l'écran. Et vous voyez ceci, 5 objets seulement. Et normalement, vous devriez être comme ce petit bébé là. Vous revoyez le film, vous êtes stupéfait. Pourquoi? Parce que vous avez vu 5 plus 5 égale 5. Il y a un problème numérique là. Mais c'est tout à fait extraordinaire de voir qu'un enfant de quelques mois, et nous avons en fait montré ça sur les enfants de quelques jours, ces enfants sont déjà sensibles au nombre d'objets. Alors, au passage, vous pouvez peut-être oublier ce que vous croyez savoir sur la permanence de l'objet, Piaget, etc. On est vraiment, les sciences cognitives sont allées bien au-delà de ce qu'on croyait savoir. Les bébés de quelques jours ont déjà une sorte de permanence de l'objet. Ils savent ce qu'il y a derrière un écran. Ils savent combien d'objets il y a à peu près, approximativement. Ils ont déjà un cerveau qui est pré-câblé possible pour certaines opérations mathématiques, comme ici une addition approximative. Il est tout à fait capable de coder qu'il y a 4 objets ou qu'il y a 5 objets. Vous voyez qu'il y a différents neurones qui vont décharger dans ces régions préfrontales et pariétales ici, qui sont déjà capables de coder le nombre. Donc, c'est un bon exemple parce que vous voyez que nous héritons de notre évolution. Nous sommes des primates. Les petits bébés humains héritent de leur évolution un sens du nombre qui va nous servir pour ensuite apprendre les mathématiques. Et là, on arrive à un point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que nous sommes capables de recyclage neuronal. C'est-à-dire ce que nous apprenons par la culture, par l'éducation, par exemple les chiffres arabes ou l'alphabet, nous apprenons en fait à recycler, à réutiliser des circuits neuronaux préorganisés qui sont hérités de notre évolution. Alors, dans un livre qui s'appelle La bosse des maths, j'avais déjà décrit ce phénomène, hein. Nous avons des circuits cérébraux qui donnent un sens des nombres à d'autres espèces animales, à tous les primates. Chez nous, nous allons réutiliser ces circuits pour faire des mathématiques. Les enfants ont déjà une intuition du nombre, mais évidemment, seuls les êtres humains apprennent des symboles pour les nombres. Les autres espèces animales ne sont pas capables de développer un système de symboles comme les chiffres arabes. Ça, c'est vraiment le propre de l'école, d'arriver à transformer ainsi ces circuits. Et ce que nous avons observé, c'est que les mathématiciens, par exemple, continuent d'utiliser ces mêmes circuits pour aller beaucoup plus loin, pour avoir d'autres sortes de nombres, comme les nombres négatifs ou les nombres complexes. Ils vont continuer d'utiliser ces mêmes circuits qu'ils recyclent pour aller toujours plus loin. Alors c'est la même chose pour la lecture, dont je vais vous parler dans un instant. Nous avons des circuits qui sont spécialisés pour la reconnaissance de différents types d'images, par exemple les maisons, les outils, les damiers. Nous les réutilisons pour reconnaître les chaînes de lettres. Et vous allez voir qu'il y a une petite région qui apparaît, qui se spécialise pour les chaînes de lettres parmi d'autres régions qui ont évolué pour la reconnaissance des visages ou des maisons ou des damiers. Donc nous n'avons pas évidemment de région qui est préparée à apprendre à lire, mais nous réutilisons pour apprendre à lire une région qui a évolué pour une fonction qui est relativement proche. Alors, il y a plusieurs implications pédagogiques de tout ça. Le premier point, vous l'aurez compris, c'est ne sous-estimez pas les compétences et les intuitions des jeunes enfants. Vos enfants ont des intuitions précoces, très importantes, et une bonne éducation s'appuie sur ces intuitions. Un petit peu comme vous avez entendu parler de la méthode de Singapour, on en reparlera peut-être. On part du concret, et c'est le concret qui est compréhensible facilement par le cerveau des jeunes enfants. Et ensuite, on va aller vers l'imagé, puis vers le symbolique, vers l'abstrait. Et donc voilà, ce qui fonctionne le mieux, c'est une pédagogie qu'on appelle explicite, qui, on dit, met un haut-parleur sur la pensée des enseignants. C'est-à-dire qui dit très explicitement aux élèves comment ils doivent interpréter ce qu'ils ont sous les yeux, comment on résout un problème, comment on passe des symboles, d'un symbole à un autre, en s'appuyant toujours sur la représentation concrète dont tous les enfants disposent. Alors, je vais essayer d'illustrer un petit peu cette notion de recyclage neuronal en parlant plus particulièrement de l'apprentissage de la lecture pendant quelques instants, parce qu'il faut vous dire une chose, c'est que la science de la lecture est maintenant très bien établie, en grande partie grâce à des travaux de mon laboratoire et de chercheurs du laboratoire, et nous savons maintenant comment fonctionne l'apprentissage de la lecture. Alors, c'est assez simple. Je vous ai dit qu'on avait des régions, dès le départ, impliquées dans le traitement du langage parlé.
En fait, bon, c'est quelque chose de très schématique ici, mais il faut distinguer des régions qui sont impliquées dans la phonologie, le lexique, la syntaxe et le sens des mots. Et lorsque nous apprenons à lire, eh bien, nous allons rentrer dans ce même circuit par le biais de la vision. Nous allons donc avoir des entrées qui rentrent dans le cortex visuel, comme n'importe quelle image. Un mot écrit, c'est une image visuelle. Mais ensuite, nous allons, chez le lecteur, voir une représentation des lettres et des graphèmes, ce que j'appelle la boîte aux lettres du cerveau, qui va s'activer, qui va être spécialisée pour la reconnaissance de ce type d'image, des mots écrits. Et ensuite, la mise en connexion avec le reste du système du langage, et en particulier la représentation des phonèmes des mots. Donc, ce que nous avons vu dans le cerveau, c'est la mise en liaison du cortex visuel avec les aires du langage. Et à partir de là, tout le reste du traitement de la lecture, c'est essentiellement identique au traitement du langage parlé. On peut recycler les circuits du langage parlé. Alors, si on rentre un tout petit peu dans le détail, nous avons fait des expériences tout à fait simples et en même temps très profondes, hein. Nous avons eu la chance, il y a quelques années, de faire une série d'expériences dans lesquelles nous avons pu recruter des personnes analphabètes, c'est-à-dire des personnes qui étaient au Portugal, au Brésil, et qui n'avaient pas la chance d'avoir été à l'école. C'était encore le cas il y a quelques décennies. En Portugal, beaucoup d'enfants n'étaient pas envoyés à l'école parce que la famille ne pouvait pas, et peut-être un seul enfant dans la fratrie allait aller à l'école. Donc nous avons fait venir ces personnes à Neurospeed, nous les avons scannées, et je vais être très bref, mais nous avons pu déterminer toutes les régions du cerveau dont l'activation, évoquée par exemple par des mots écrits, par une petite phrase écrite ici sous leurs yeux, augmente chez les personnes qui ont été alphabétisées. Donc toutes les régions du cerveau qui ont changé sous l'effet de l'alphabétisation. On regarde la corrélation avec le nombre de mots qu'une personne peut lire par minute. Donc un analphabète est à 0. Vous tous, vous êtes aux alentours de 100, 150 ou plus, un mot par minute. Alors, ce que vous voyez, ce sont donc des régions de l'hémisphère gauche, toutes ces régions du langage parlé, la région de Broca, la région temporale ici, ils vous montrent que si vous savez lire, vous pouvez accéder à ces régions du langage parlé par le biais de l'écrit. Vous activez ces régions uniquement parce que vous savez lire. Et puis on voit un deuxième type de régions ici, qui sont les aires visuelles. Donc imaginez le cerveau qui a été retourné. Ici, on est toujours dans l'hémisphère gauche. Vous avez ces régions très importantes ici, qui se sont spécialisées pour la reconnaissance des chaînes de lettres. Et puis, un troisième type de région qui est activé par des phrases entendues, des mots entendus, c'est peut-être le plus surprenant ici. On a découvert que même l'audition du langage, les aires auditives, avait augmenté d'activation chez des personnes qui savaient lire par rapport à celles qui n'avaient pas été alphabétisées. Et sur le plan anatomique, la connexion entre ces systèmes a également été renforcée. Donc c'est une image un petit peu simplifiée, hein, mais vous voyez que le point clé de la lecture, c'est la mise en liaison des lettres avec les sons, des graphèmes avec les phonèmes, et par ce biais-là, l'accès à la totalité des aires du langage. Ceci, on l'a vu chez l'adulte, ce que je viens de vous montrer, on l'a vu aussi chez l'enfant qui est en train d'apprendre à lire. Ici, c'est le résumé de plusieurs séries d'expériences hein, qui sont déjà une dizaine d'années. Vous voyez que si on scanne des enfants de 9 ans qui sont déjà lecteurs, on voit très clairement cette région qui est en vert ici, qui est spécialisée pour les mots écrits, et d'autres régions qui répondent plutôt au visage, aux maisons ou aux damiers. On ne voit pas ces régions chez un enfant qui n'a pas encore appris à lire, vers 6 ans. Mais ce n'est pas une question d'âge, parce que si on scanne des enfants de 6 ans qui ont déjà appris à lire, on en trouve évidemment qui ont commencé à apprendre à lire dans leur famille ou bien un petit peu en grande section de maternelle, vous voyez que cette région de la lecture est déjà en place. C'est un développement progressif, mais qui se produit parce qu'on apprend à lire. Et l'activation de cette région prédit à peu près la moitié des scores de lecture des enfants. Donc c'est assez remarquable hein, qu'on puisse scanner le cerveau et voir quel est le score de lecture d'un enfant. Alors, on a fait beaucoup d'expériences là-dessus. Je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais vous dire quand même que ce qui prédit l'activation de la lecture ici, c'est vraiment la capacité de lecture, le fait d'avoir appris. Donc, nous avons scanné les enfants pré-lecteurs, très jeunes, qui n'avaient pas encore appris à lire, mais aussi d'autres lecteurs jeunes qui avaient appris à lire. Vous voyez que la région en vert ici est déjà là. Et ça nous a permis de décorréler l'effet de l'apprentissage et l'effet de l'âge. Et vous voyez que ce qui compte pour la lecture, c'est pas l'âge, c'est le fait d'avoir appris à lire. Et c'est l'inverse pour les visages. Donc la situation est facile à comprendre. Vous avez un cerveau qui est plastique. Pour les visages, ça prend des années de développer une compétence forte pour la reconnaissance des visages, parce qu'il faut en rencontrer beaucoup de gens qu'on rencontre progressivement. Et donc au fil des années, on accumule des statistiques sur les visages que nous rencontrons. Pour les mots, par contre,
on a arrangé l'école pour qu'il y ait une densité très forte d'apprentissage dans un moment bien précis, qui est l'année de CP, la première année d'école. Et là, très vite, on va apprendre à lire et cette région va se développer très rapidement. Alors, ceci, on a pu le voir dans d'autres expériences, et ça, c'est une expérience qui reste encore unique aujourd'hui, même si elle a déjà quelques années. On a eu la permission du comité d'éthique de scanner 10 enfants tous les 2 mois. Les mêmes enfants venaient régulièrement à Neurospin. C'était d'ailleurs très sympathique parce qu'on commençait à les connaître bien. Certains ont même pleuré le dernier scan parce qu'ils étaient tristes de ne plus venir. Donc, on a pu faire 2 IRM en fin de maternelle pendant que, au moment où ils ne savaient pas encore lire, on a choisi des enfants qui ne savaient pas encore lire à cet âge-là, pas du tout, hein. Et puis ensuite, on a pu faire 4 IRM tout au long de la NCP et encore une IRM un an plus tard. Et on a vu des enfants, donc vous avez ici 10 enfants, chaque couleur représente un enfant. Vous avez 10 enfants qui apprennent rapidement les relations graphème-phonème, avec tout de même un délai pour certains d'entre eux, hein, et qui ensuite commencent à développer ce qu'on appelle la fluence, c'est-à-dire le nombre de mots qu'ils sont capables de lire par minute. Bon, vous voyez que l'école française fait quand même bien son boulot, hein, si je puis dire, parce que tous ces enfants apprennent rapidement les correspondances graphème-phonème, et ça leur permet de développer une certaine fluence. Les enfants en vert sont en deçà de ce qu'on aurait attendu, hein. Les attendus aujourd'hui, qui sont très élevés, sont de l'ordre de 50 mots par minute en fin de CP. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui y arrivent, mais on peut y arriver un an plus tard. Ce n'est pas un drame. Il faut absolument densifier rapidement l'enseignement de la lecture. Alors, au niveau de l'imagerie, voilà les images d'un des enfants, mais ils étaient tous similaires, hein. Pas d'activation forte pour les mots écrits avant l'entrée à l'école, donc les 2 premiers scans de maternelle ici. L'enfant rentre à l'école et tout de suite, on a des activations qui se développent dans la région de la forme visuelle des mots, ici, ainsi que dans le cortex temporal, qui vont rester au même endroit, qui se développent, qui s'intensifient. C'est vraiment donc impressionnant à quel point ce cortex peut se modifier rapidement sous l'influence d'un apprentissage efficace comme celui de la lecture. Il est important de comprendre que, au départ, il y a des activations en plus que vous voyez ici, dans le lobe frontal, dans le lobe temporal. Ces activations vont disparaître et on va garder un réseau qui est beaucoup plus automatisé au bout d'un an de lecture. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, je en reparlerai dans un instant, mais c'est ce qu'on appelle l'automatisation. C'est-à-dire que notre cerveau, au départ, doit faire un effort. Donc, on voit un effort conscient associé à l'activation du cortex frontal, ici, et pariétal. Et ça se traduit par un temps de lecture qui est lent, vous voyez, plus d'1 seconde ici, et surtout qui dépend du nombre de lettres. L'enfant doit déchiffrer, lettre à lettre, de la gauche vers la droite. Et donc, plus il y a de lettres, plus il est lent. À mesure qu'on automatise la lecture en CE1, en CE2, si on n'est pas dyslexique, vous voyez que ces temps de réaction s'aplatissent et vous tous, vous êtes capables de lire des mots avec la même vitesse, quel que soit le nombre de lettres des mots. Donc, vous avez automatisé, vous avez un traitement parallèle de toutes les lettres du mot. Et du coup, les choses se sont automatisées, vous avez libéré votre cortex frontal pour faire autre chose. J'y reviendrai dans un instant. Alors, voilà le cortex visuel d'un très bon lecteur. Ça, c'est ce qu'on arrive à faire avec nos machines d'imagerie les plus puissantes actuellement. L'IRM à 7 Tesla, la nouvelle IRM à 11,7 Tesla est en train d'arriver, hein, mais vous voyez déjà, donc ça, c'est une personne. On arrive à zoomer de façon extrêmement précise et voir des tout petits bouts de cortex qui sont spécialisés pour la lecture. Et on voit que dans chacun de ces petits bouts de cortex, il y a une spécialisation pour les mots et les choses qui ressemblent à des mots dans la langue que vous avez apprise. Ici, c'est une personne bilingue. Elle a appris le français et l'anglais. Et donc, vous voyez qu'elle répond à tout ce qui pourrait ressembler à un mot français ou anglais. Mais elle ne répond pas à ces chaînes de caractères bizarres qui sont formées de consonnes ici ou de lettres peu fréquentes, qui ne sont pas prononçables, qui ne pourraient pas être des mots en français, qui pourraient peut-être être des mots en polonais, par exemple. Vous voyez que le cortex s'est spécialisé et il a acquis une spécialisation pour les statistiques du français. Retenez que le cerveau est une sorte de statisticien qui compile les statistiques à mesure qu'il est exposé à suffisamment de stimuli du monde extérieur. Alors, voilà un petit peu ce que je voulais dire sur la lecture, mais je pense que vous avez peut-être entendu parler aussi de ce que j'appelle les 4 piliers d'apprentissage, et je voudrais en dire quelques mots. Il s'agit, je pense, d'informations importantes parce que ça va au-delà du cas particulier de la lecture. Ce sont des facteurs qui, lorsqu'on les utilise à bon escient,
peuvent déterminer la vitesse et la facilité avec laquelle nous apprenons. Et ceci à tout âge. Donc ce sont des facteurs extrêmement importants, aussi bien pour des jeunes enfants que si nous souhaitons apprendre quelque chose à l'âge adulte. Alors de quoi s'agit-il? Et je vais les détailler un par un. D'abord, de l'attention. On va voir que l'attention est un filtre extraordinairement puissant qui détermine ce que nous percevons, ce que nous effectuons, ce que nous apprenons. Si on ne fait pas bien attention, on ne peut pas bien apprendre. Deuxièmement, ce que j'appelle l'engagement actif, c'est-à-dire un étudiant qui est engagé dans la génération active d'hypothèses sur ce qu'il doit apprendre, avec une curiosité, une forte motivation pour apprendre. Et ce qui va de pair avec, c'est le retour sur erreur, un enfant qui génère des hypothèses, mais il faut qu'on corrige les erreurs éventuelles sur ces hypothèses. Donc un enfant qui reçoit des signaux d'erreur détaillés, explicites, avec donc la nécessité de se tester, d'essayer, de faire éventuellement des erreurs et de recevoir une correction qui permet de réviser le modèle mental de l'enfant. Et puis, quatrième point, très important pour les parents que vous êtes, l'automatisation. Il faut absolument libérer les ressources pour qu'on puisse passer à un autre apprentissage. C'est pour ça qu'on veut automatiser la lecture, automatiser le calcul mental. Et on va voir que le sommeil joue un rôle fondamental dans cette consolidation des apprentissages. Alors, bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans un immense détail, hein, mais passons en revue ces quatre piliers. Premier pilier, l'attention. Est-ce que vous voyez le dragon dans cette fresque chinoise ici? Bon. Est-ce que vous voyez le personnage? Si vous avez fait attention au dragon dès le départ, vous n'avez pas forcément vu le personnage qui est un artiste chinois qui est extraordinaire, qui s'appelle Liu Bolin. Vous voyez que cet artiste se peint lui-même pour se fondre dans le paysage. Mais avec l'attention, vous le voyez très bien. Sans attention, vous pouvez très bien passer complètement à côté et non seulement ne pas voir cet artiste, mais les expériences ont montré que vous pouvez très bien ne pas voir des choses qui sont tout à fait évidentes devant vous, simplement parce que vous faites attention à autre chose. Je crois que c'est familier, cette idée que quand on est distrait, on ne peut pas voir. Vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande d'aller voir l'expérience du gorille, j'en dis pas plus, mais c'est vraiment extraordinaire. On peut être aveugle à des choses aussi massives qu'un gorille présent devant vous. Voilà. Alors, la conséquence pour l'apprentissage, c'est qu'il faut un apprentissage explicite, structuré, où l'enseignant a conçu chaque étape pour guider l'attention de l'élève. Et je vous donne un exemple qui est classique, c'est l'apprentissage de la lecture par la méthode globale. La méthode globale, elle vous dit, voilà un mot, et ben, vous devez apprendre, c'est le mot fog. Voilà, débrouillez-vous, vous faites attention au mot tout entier. L'expérience a été faite de créer un nouveau système d'écriture ici, dont vous voyez un des caractères qui représente fog, et on a eu deux groupes de sujets. Un groupe de sujets où on a donné cette instruction globale, et un deuxième groupe de sujets où on a donné exactement les mêmes stimuli, mais juste une toute petite instruction différente au départ, 1 minute de différence au départ. Regardez, en fait, ces stimuli sont faits de lettres. C'est un peu inhabituel parce que ça va de bas en haut. Voilà la première lettre, voilà la deuxième lettre et voilà la troisième lettre. Et c'est la seule différence entre les deux groupes de sujets. L'un va essayer d'apprendre par une méthode globale, avec l'attention globale, et l'autre va avoir une attention locale en essayant de détecter les lettres et les phonèmes. La différence est radicale. Les deux groupes apprennent les 16 premiers mots. Donc les mots appris ici, 16 premiers mots. Ils apprennent avec à peu près le même niveau de réussite. Le groupe global peut même faire illusion et avoir une légèrement meilleure mémoire. Mais quand on regarde dans leur cerveau, seul le groupe qui fait attention locale est en train de développer dans l'hémisphère gauche le circuit normal de la lecture. Les enfants qui apprennent avec la méthode globale sont en train de développer un circuit complètement différent dans l'hémisphère droit. Donc vous voyez que l'attention pour les mêmes stimuli, pour la même image exacte devant la rétine, peut changer complètement le circuit qui est utilisé par les enfants pour apprendre. Et alors ça se traduit par un changement massif de généralisation. Évidemment, si on vous présente des mots nouveaux, que vous avez compris la présence de lettres, vous êtes capable de les décoder, 79% de réussite, alors que les élèves qui ont appris par la méthode globale ne sont pas capables de généraliser à des mots nouveaux. Et ceci, c'est un point important, les enfants ne découvrent pas tout seuls les régularités, oui, ni les adultes non plus ici. C'est pas parce qu'on est exposé pendant des heures à ce type de caractère qu'on découvre tout seul qu'il y a des lettres. C'est pour ça qu'on parle d'apprentissage explicite. Il faut guider l'attention des élèves, y compris sur le fait, par exemple, que dans notre alphabet, les mots vont de la gauche vers la droite.
L'apprentissage explicite, structuré, guidé, c'est ça qui va permettre aux enfants d'apprendre le plus rapidement possible. Guidage de l'attention, pour moi, c'est le geste professionnel le plus important des enseignants. Savoir guider l'attention des élèves et savoir vers quoi on souhaite qu'ils fassent attention. Alors, on peut apprendre à faire attention et vous connaissez les écoles Montessori où on apprend à faire une tâche difficile, par exemple marcher sur une ligne, puis après le faire avec une cuillère dans la bouche, puis après le faire avec une balle de ping-pong dans la cuillère, dans la bouche, donc c'est de plus en plus difficile. D'autres exercices sont simplement l'apprentissage d'un instrument de musique. Ou l'apprentissage de jeux vidéo difficiles. Et ces différents exercices conduisent à des changements dans le cortex préfrontal des deux hémisphères intervient dans cette attention exécutive, le fait d'arriver à se concentrer. Il faut savoir aussi que dans l'espèce humaine, l'attention est sociale. C'est-à-dire que nous faisons très attention à l'attention des autres. C'est ce qu'on appelle l'attention partagée. Vous voyez ici ce bébé à qui la maman donne un nom nouveau. Et pour savoir qu'est-ce qu'il doit apprendre, il commence par regarder le regard de sa maman et ensuite seulement, il va aller voir dans la même direction qu'elle. Autrement dit, il partage l'attention. C'est pour ça que l'enseignant joue un rôle clé. Par son attitude, il va déterminer à quoi l'étudiant va faire ou ne pas faire attention. Alors, piliers 2 et 3, rapidement. Engagement actif et retour sur erreur. Il y a beaucoup d'expériences qui montrent un organisme actif n'apprend pas. On n'apprend pas de façon passive. Au contraire, l'apprentissage est optimal. L'étudiant étudie, certainement, mais ici, l'illustration, c'est une expérience. Un chat qui est capable de bouger et un autre chat qui a exactement les mêmes mouvements, mais passifs. Vous voyez, il est entraîné par cette machine à avoir exactement les mêmes stimuli que le premier. Et seul celui-ci se développe normalement. Alors c'est une métaphore, hein, mais c'est ce qui se passe lorsqu'un enfant est passif dans un cours, lorsqu'il n'est pas engagé, il y a beaucoup moins d'apprentissage. Donc il faut à la fois avoir une émission d'hypothèses par le cerveau, engagement actif, et puis retour sur erreur. Alors, je vous illustre ça avec une expérience très classique et très importante. Imaginez que vous ayez 2 heures pour apprendre quelque chose. Ça arrive très régulièrement à vos enfants. Avant un examen, on va passer des 2 heures de la soirée à apprendre quelque chose parce qu'on s'y est pris à la dernière minute. Donc 2 heures, c'est 8 quarts d'heure et peut-être que vous allez décider de consacrer ces 8 quarts d'heure à étudier, 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 réviser le livre, souligner, etc. Mais dans cette expérience, un groupe d'enfants a étudié, étudié, étudié. Un autre groupe a eu quelques périodes de tests. Et le dernier groupe ici a eu une alternance d'études, study, et de tests. Études, tests, études, tests, études, tests, études, tests. Alors vous pourriez penser que on a 2 fois moins d'études, hein. On n'a que 2 heures au total. Donc on a perdu du temps à se tester. Et beaucoup d'enseignants pensent que le test, c'est juste pour vérifier ce que les enfants savent. Mais la question, c'est est-ce que le test n'est pas aussi une période d'apprentissage? Eh bien, la réponse est extrêmement claire. 48 heures plus tard, ce qui compte, c'est le nombre de tests, ce n'est pas le temps total d'études. En fait, il vaut mieux avoir perdu du temps, si on peut dire, à se tester, parce que c'est à ce moment-là qu'on a consolidé son apprentissage. Vous voyez que le nombre de réussites est bien meilleur chez le groupe qui n'a eu que 4 quarts d'heure d'études, mais qui a eu du coup la possibilité de se mettre à l'épreuve, du coup de détecter ce qui ne va pas et de pouvoir se corriger. Euh, Ceci est un phénomène très général. Vous avez ici une autre situation similaire. Et il y a un point qui est intéressant, c'est que ces effets apparaissent au bout de quelques jours et sont particulièrement forts au bout d'une semaine, mais ils n'apparaissent pas immédiatement. Nous avons tous l'illusion, lorsque nous révisons, que nous savons. En fait, nous ne nous rendons pas compte que nous ne sommes pas en train d'entraîner le système de mémoire à long terme, qui va être celui qui va compter une semaine plus tard pour l'examen. Pour entraîner la mémoire à long terme, il faut alterner des périodes d'études et des périodes de tests. C'est plus dur au départ, éventuellement en 5 minutes, vous voyez, c'est pas tout à fait le même niveau, mais sur le long terme, c'est le fait de mettre à l'épreuve ses connaissances en s'engageant, en essayant et en recevant un feedback qui va nous permettre de mieux apprendre. Un troisième exemple, imaginez que vous ayez une carte sur laquelle vous avez des traductions de mots en esquimau ici. Donc vous essayez d'apprendre les mots en esquimau et vous apprenez que kamutik, ça veut dire traîneau. Dans une des versions, vous avez 10 secondes pour étudier et vous disposez des 2 informations simultanément. Dans une deuxième version, vous avez 5 secondes avec juste le mot en esquimau et puis ensuite seulement, vous avez la traduction. Qu'est-ce qui est mieux? Le deuxième, même si on n'a pas eu
10 secondes totales de corrélation entre les deux mots, on est meilleur parce qu'on est obligé de générer une prédiction et de s'apercevoir si c'est juste ou si c'est faux. Donc c'est prédire et avoir un retour sur erreur qui est la bonne manière de mieux apprendre. Il y a beaucoup de systèmes informatiques maintenant qui font appel à des flashcards qui permettent de consolider ces apprentissages de cette manière-là. Et j'attire votre attention sur cette phrase que je trouve très intéressante: rendre les conditions d'apprentissage plus difficiles, ce qui oblige les étudiants à un surcroît d'engagement et d'efforts cognitifs, conduit souvent à une meilleure rétention. Autrement dit, il ne faut pas forcément tout mâcher le travail, il vaut mieux être obligé de se tester, de mettre à l'épreuve pour avoir une meilleure rétention. Ça peut vous paraître évident, tout ça, ces effets commencent à être connus, mais à l'époque où ces expériences ont été faites, ni les étudiants ni les enseignants n'avaient correctement prédit quel était le groupe qui allait mieux réussir. Et c'est très naturel pour beaucoup d'étudiants de passer 2 heures à étudier, 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 vous savez, stabiloter le texte de toutes les couleurs. Ce sont des choses qui ne fonctionnent pas. Il vaut bien mieux fermer le livre et mettre à l'épreuve ses connaissances. Alors, tout ceci s'inscrit, pardon, dans une série d'expériences qui ont montré que les étudiants actifs apprennent mieux. Ce qu'on appelle étudiants actifs, c'est des activités pratiques, des discussions, l'engagement des étudiants. C'est essentiellement tout sauf le cours magistral que je suis malheureusement en train de faire en ce moment même. Donc c'est un peu paradoxal. Mais vous voyez, les pédagogies actives, dans lesquelles on engage l'élève, on fait faire des travaux en petits groupes. Bien sûr, on a de l'enseignement explicite, mais derrière, on a aussi du travail en petits groupes qui permet de mettre à l'épreuve ses connaissances, de se questionner, d'être obligé de réfléchir, d'être obligé d'être engagé. Tout ceci conduit à de meilleurs apprentissages dans cette revue de PNAS ici. Alors j'en viens à mon quatrième pilier. C'est pas tout d'avoir appris, il faut toujours consolider ces apprentissages pour qu'ils restent sur le long terme. Et je vous ai déjà montré ces images. Au début de l'apprentissage, il est tout à fait normal de devoir faire un effort. Tout le monde doit faire un effort et tout le monde déploie une activité intense dans ce cortex préfrontal. Mais on ne peut pas satisfaire de cet état de fait. Si c'était le cas, on devrait toujours faire un effort. Il faut automatiser pour libérer les ressources de ce cortex frontal de manière à pouvoir faire quelque chose d'autre. Alors, je vais vous en donner un exemple. Je vois que le temps passe vite, je m'excuse d'aller un tout petit peu vite, mais essayez de revenir dans l'état où vous seriez au tout début de la lecture. Voilà un bon exemple. Je vous laisse lire ce petit texte. J'espère que vous y êtes à peu près. C'est pas facile à déchiffrer, hein, parce que j'ai changé complètement l'orthographe du français. Et je pense que la première chose, c'est tout le monde est d'accord quand j'arrive ici, d'un seul coup, oh, quel soulagement, je peux enfin lire à toute vitesse. Mais la question pour moi, c'est ce qui se passe auparavant ici. Est-ce que vous avez compris ce que vous avez lu? Vous êtes retrouvé dans l'état de déchiffrage où toute votre attention est concentrée sur essayer de retrouver les sons qui correspondent à ces lettres. Et le fait de déchiffrer vous empêche de vous concentrer sur le sens des mots. C'est ce qui se passe chez les enfants qui n'ont pas encore automatisé la lecture. C'est très difficile de faire attention au sens d'un texte quand on est en train de consacrer toute son attention à autre chose qui est le décodage. Voilà pourquoi il faut automatiser le décodage chez les enfants et il faut vraiment, pour cela, faire lire et lire et lire les enfants jusqu'à ce que ce soit automatisé. Alors, il y a un facteur qui est important dans cette automatisation, c'est l'alternance de veille et de sommeil. Il y a une véritable science du sommeil aujourd'hui qui est très développée et nous avons découvert que le sommeil fait partie absolument intégrante de l'algorithme d'apprentissage. Le sommeil intervient dans la consolidation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre quelque chose de nouveau dans le sommeil. Ne mettez pas des écouteurs pour essayer d'apprendre quelque chose de nouveau pendant la nuit, c'est pas ça. Mais pendant la nuit, votre cerveau va rejouer ce qui a déjà été appris auparavant et il va consolider dans la mémoire, il va généraliser également les apprentissages et il va éventuellement découvrir des régularités nouvelles, ce qu'on appelle l'insight, que beaucoup de mathématiciens ou de scientifiques décrivent. Je me réveille le matin et j'ai appris quelque chose j'ai plutôt découvert une régularité nouvelle dans ce que j'avais appris. J'ai été plus loin, j'ai approfondi. C'est ce qui se passe chez tous les enfants, en fait. Et il faut savoir que ces effets sont beaucoup plus importants chez l'enfant que chez l'adulte. Pour une même période de sommeil, les enfants vont avoir 3 fois plus d'effets de cette consolidation. Alors, vous êtes des parents, c'est vraiment là peut-être le message le plus important de la soirée et vous pouvez le diffuser autour de vous. L'amélioration du sommeil peut être une intervention très efficace pour des enfants avec des troubles des apprentissages, notamment des enfants avec troubles de l'attention.
il y a un certain nombre de troubles de l'attention qui, en réalité, sont dus à une privation de sommeil. Et il ne faut pas croire que lorsque les enfants sont privés de sommeil, ils sont assoupis, c'est le contraire, ils sont excités, ils n'arrivent pas à se concentrer. Le fait de restaurer du sommeil chez eux peut être très efficace. C'est la première chose à essayer, certainement. Et il faut savoir que tout ceci s'inscrit dans un contexte où nous avons tous perdu du sommeil dans les dernières années à cause des nombreux outils qui nous entourent, qui nous stimulent. Donc nous devons faire attention tous, hein, à l'importance de notre sommeil. Deuxième point, ça correspond complètement à des expériences de psychologie qui montrent qu'il vaut beaucoup mieux distribuer l'apprentissage tous les jours. Lorsque nous apprenons en plusieurs fois, et notamment lorsque nous révisons avec des intervalles croissants, c'est là que nous allons avoir le meilleur apprentissage. Des révisions régulières marchent aussi. Ce qui marche pas très bien, c'est apprendre en une seule fois. C'est là qu'on va avoir peu de rétention en mémoire à long terme. Donc il faut distribuer l'apprentissage tous les jours, essayer de bénéficier pleinement de cette alternance veille-sommeil, y compris la sieste, qui contribue à cette consolidation. Euh, J'insiste là-dessus parce que nous avons normalement 7 jours sur 7 d'apprentissage pour le cerveau. Alors malheureusement, beaucoup d'écoles en sont à 4 jours par semaine. C'est tout à fait bizarre, c'est vraiment pas en coïncidence avec le cycle d'apprentissage de notre cerveau. Et il est essentiel de fournir d'autres sources d'apprentissage, et notamment donc dans la famille ou dans des activités périscolaires. Bien, et excusez-moi si ça va un petit peu vite, hein. Je voudrais terminer en disant quelques mots des activités pratiques que j'essaie de mener avec mon laboratoire et également au sein du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Vous avez peut-être entendu parler d'abord de ce conseil scientifique qui a été créé par Jean-Michel Blanquer, mais qui continue d'exister 8 ans après, qui comprend 30 scientifiques comme moi qui sont engagés pour essayer de translater, si on peut dire, ces connaissances en direction des enseignants, des encadrants de l'éducation nationale pour avoir les effets les plus grands sur les élèves. Alors, je n'ai pas le temps de décrire tout ce qui a été fait. Vous pouvez aller voir sur le site du Conseil scientifique d'éducation nationale, mais il y a énormément de productions de synthèse pour mieux former les enseignants à cette science de l'apprentissage. Et tous ces documents sont disponibles gratuitement en PDF. Vous pouvez aussi vous abonner à cette lettre mensuelle qu'on appelle Le Passeur, qui, à peu près tous les mois, vous donne des informations sur des avancées importantes de l'éducation et notamment des avancées dans la science de l'apprentissage. Par exemple, comment faire pour apprendre à lire efficacement. Nous avons la chance d'avoir une collaboration régulièrement avec Fred Courant, vous savez, de Fred et Jamy, de C'est pas sorcier, de l'esprit sorcier, qui explique avec un talent remarquable les concepts que l'on cherche à faire passer. Et donc, vous avez beaucoup de travaux sur la lecture, mais pas seulement, hein, beaucoup sur les mathématiques, le sommeil, l'organisation de la classe, etc. Deuxièmement, et c'est un petit peu l'objet de cette soirée, au Collège de France, nous menons cette action qui s'appelle Agir pour l'éducation. Il y a 5 grands programmes de recherche qui sont menés par 6 professeurs du Collège de France et qui visent donc à améliorer par le biais des sciences cognitives les apprentissages fondamentaux de la lecture et des mathématiques, d'approfondir les connaissances en sciences économiques et sociales, le campus d'innovation pour les lycées. Matadata, c'est une initiative extrêmement intéressante qui est menée par le professeur Stéphane Mala, un grand spécialiste de la science des données, pour améliorer l'enseignement des mathématiques par le fait qu'on donne aux élèves des problèmes intéressants en sciences de données. Et donc on permet à des jeunes en collège, en lycée et en début d'université de se frotter à des vrais problèmes et à voir pourquoi les outils mathématiques permettent de les résoudre. Ensuite, on a Diagnostiqué pour agir, qui est mené par Pierre-Michel Menger, qui analyse les trajectoires scolaires et universitaires, pourquoi certains élèves vont au plus haut niveau en mathématiques et qu'est-ce qui bloque pour certains d'entre eux. Et puis, c'est un nouveau programme rhétorique dans les lycées qui est mené par Jean-Luc Fournet et William Marx, qui essaie de faire appel à la rhétorique et au théâtre pour aider les élèves à s'exprimer, à argumenter et à développer l'empathie et l'esprit critique de ses propres idées, des idées des autres. Donc, vous voyez que c'est très riche. Et il y a d'autres professeurs qui, évidemment, nous sollicitent là-dessus pour essayer de rendre finalement à l'école ce qu'on a cru comprendre, ce qu'on arrive à comprendre sur les mathématiques, sur le langage, sur les apprentissages. Nous créons aussi un cycle de conférences qui a lieu chaque année et qui, cette année, est consacré à réenchanter les mathématiques.
mais auparavant était consacré à l'apprentissage de la lecture et aux approches expérimentales en éducation. Vous trouverez sur le site du Collège de France, que vous connaissez, des vidéos extrêmement bien faites de ces différentes conférences. Alors, je voudrais donc remercier tout particulièrement les donateurs et la Fondation du Collège de France, et en particulier la Fondation de Clermont-Tonnerre, qui me permet donc de développer avec mon équipe ce programme Excello. Je voudrais en dire quelques mots. Le programme Excello donc, est mené très largement par ma collaboratrice Cassandra Potier-Watkins et par Marie Lubineau, avec aussi mon épouse Ghislaine et moi-même. Vous nous voyez ici qui portons un filet d'électrodes. On développe des outils pour l'apprentissage de la lecture et de plus en plus maintenant pour l'apprentissage des mathématiques. L'idée, c'est de développer des outils pédagogiques sur informatique, mais aussi des méthodes, vous voyez, et des jeux en classe pour aider les enseignants à mieux enseigner. Et en particulier, grâce à la Fondation Clermont-Tonnerre et à tous les donateurs, le programme Kaloulou, c'est une vraie pédagogie complète maintenant qui inclut tout ce qu'on a compris sur l'apprentissage de la lecture, avec aussi des exercices et un logiciel pour apprendre et pour automatiser la lecture. On a cette métaphore des jardins mentaux dans l'application. Vous pouvez la télécharger, vous pouvez regarder, hein. C'est disponible gratuitement. C'est donc une introduction de l'enseignant à la science de la lecture, 6 livrets avec des exercices pour les élèves, des jeux de manipulation des phonèmes ou du sens que les élèves adorent parce que ce sont des jeux matériels dans la classe, mais qui leur apprennent à lire, et puis une application pédagogique sur tablette ou sur téléphone. Il est important de voir que nous avons essayé de respecter tous les principes qui sont connus en sciences cognitives pour faciliter l'apprentissage de la lecture. D'abord, nous avons donc cette progression systématique avec un apprentissage explicite, systématique des différents phonèmes du français et de leurs différentes graphies, donc les correspondances graphème-phonème. Ensuite, nous avons des leçons dans lesquelles on va voir un phonème, pardon, un graphème particulier et sa correspondance en phonème. Donc, par exemple, ici, la lettre N qui correspond au son ne. On va le voir dit par l'enfant, on va l'entendre, on va avoir un mot de référence qui commence par ce phonème-là, et on va aussi tracer. Donc cet aspect multimodal, tracer aussi la lettre, va permettre à l'enfant de mieux cristalliser en mémoire la connaissance de la lettre et du son qu'elle produit. Et puis ensuite, on va avoir plein de petits jeux qui, très progressivement, en tenant compte des compétences de l'enfant, lui proposent des jeux syllabiques, phonologiques, des jeux pour écrire les mots, et enfin des jeux de lecture, toujours avec cette idée que les mots doivent être 100% décodables. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui doit être appris par une approche globale. Il n'y a rien qui doit être appris par cœur. Il n'y a pas de mots outils. La recherche a clairement montré qu'on n'a pas besoin des mots outils. On n'apprend pas des mots par cœur, on apprend à les décoder. Et ce logiciel intègre un petit peu j'ose à peine utiliser le terme d'intelligence artificielle, mais enfin quand même, c'est un logiciel qui détecte automatiquement les difficultés des enfants, qui est aussi capable d'évaluer automatiquement les progrès de l'enfant et donc de s'adapter, d'adapter les exercices à ce dont l'enfant a besoin. Ici, vous voyez que le logiciel intègre automatiquement ce que je vous ai montré à un moment, c'est-à-dire le temps la mesure du temps que met l'enfant pour lire un mot de 2, 3, 4 ou 5 lettres. Alors, pour l'instant, on ne peut pas encore reconnaître automatiquement la parole des enfants. On y est presque et j'espère qu'on y arrivera cette année. Mais pour l'instant, on a créé quelque chose de plus simple qui est, vous voyez un mot et vous devez l'envoyer vers la droite ou vers la gauche, suivant que c'est un mot du français ou pas un mot du français. Donc c'est ce qu'on appelle la décision lexicale, mais pour l'enfant c'est un petit jeu. Est-ce que c'est un mot ou est-ce que c'est pas un mot? Et vous voyez que son temps de réponse nous indique qu'il est encore dans la période de lecture lettre par lettre, c'est-à-dire que le temps dépend du nombre de lettres, ou bien qu'il a automatisé à la suite des tests successifs ici, et qu'il a essentiellement aplati la courbe, il répond avec la même vitesse, quelle que soit la longueur des mots. Donc on mesure automatiquement les progrès des enfants. Et voilà, on est en train de développer non seulement ce logiciel, mais toute la méthode. On a réussi, grâce à l'intelligence artificielle, à l'adapter aussi à d'autres langues. C'est très facile maintenant de créer un développement en espagnol, en portugais du Brésil. Et donc, on est en train de diffuser, grâce à vos dons, ces outils non seulement en France, où ils sont disponibles gratuitement à tous les enseignants qui le souhaitent, mais aussi en Colombie, en Argentine, au Brésil, et des développements sont envisagés en Afrique francophone et en Inde.
Et puis un tout petit mot, voilà, je vois que mon temps arrive au bout. Notre prochain projet avec l'équipe et avec l'association Excello qu'on a fondée, c'est ce qu'on appelle Pionnier des maths. Arriver à développer un programme pour avoir le même genre de pédagogie très structurée, adapté aux nouveaux programmes qui viennent d'être créés, en ayant une démarche pédagogique explicite, en étant capable de mesurer les progrès des élèves et d'y répondre, ce qu'on appelle l'approche réponse à l'intervention, en incluant ce qui fait la réussite du programme qu'on appelle de Singapour, hein, c'est-à-dire une approche spiralaire où on commence par le concret, on va progressivement vers l'abstrait, et avec donc des outils clés en main qui vont être donnés aux enseignants. L'idée, c'est presque une sorte de méthode de mathématiques, mais ouverte, gratuite, avec des exercices disponibles à tout moment pour les enseignants. Donc la construction d'un programme pédagogique appuyé par la recherche et testé par la recherche. Alors je vous donne un exemple. On a déjà eu une réussite importante cette année avec un sous-élément de ce programme, et je terminerai là-dessus. Vous avez peut-être entendu parler de cette note du Conseil scientifique que nous avons publiée il y a quelques années, qui attirait l'attention sur un problème majeur dans la compréhension des fractions. Vous pouvez tester ça à la maison si vous avez des enfants. On a été stupéfait des résultats. Donc le test est extrêmement simple. On donne une ligne numérique, ici graduée. Vous voyez qu'elle est graduée avec 0 à gauche, 5 à droite, les nombres entiers, d'autres sous-graduations. Et on montre à l'enfant des nombres et on lui dit, montre-moi où ça va, à quel endroit ça va sur la ligne numérique. Donc vous avez ici un demi, et vous voyez que l'enfant devrait aller à cette position, évidemment. Mais seulement 22% des élèves de sixième ont réussi à placer la fraction 1 demi sur la ligne numérique. Il y a donc 78% d'erreurs. Et vous voyez que les erreurs sont très souvent absurdes. Par exemple, c'est 1,2 ou 2,1. Donc c'est une très mauvaise lecture, un nombre décimal à la place d'une fraction. Ça peut être aussi viser le milieu de la ligne numérique, juste parce que c'est 1 demi, vous voyez. Ces erreurs restent très importantes en seconde générale et elles sont catastrophiques en lycée pro. Et un élève qui ne comprend pas ce que ça veut dire un demi est très mal parti, évidemment, pour être capable d'utiliser l'informatique, les machines dont nous avons tous besoin aujourd'hui. Alors nous avons créé au laboratoire une intervention, une progression systématique avec un enseignement explicite fondé sur un ordre appuyé sur la recherche de l'enseignement des fractions. Je pourrais vous expliquer en plus grand détail comment on a ordonné ces différents enseignements. À chaque fois, il y a un guidage précis qui est proposé à l'enseignant. Il peut s'en écarter, bien sûr, hein, il a tout à fait sa liberté pédagogique, mais on lui propose une manière précise d'entraîner et d'enseigner ces concepts. On entraîne aussi les élèves avec la ligne numérique, on peut leur donner du feedback. Le logiciel est capable de détecter que l'élève fait systématiquement un certain type d'erreur. Par exemple, ici, il choisit la première graduation parce que c'est un quart, il choisit la première graduation, mais il n'a pas fait attention que ça allait de 0 à 1 et que donc un quart, c'est ici, hein. On lui donne du feedback, on lui enseigne, on a des petites vidéos. Et je termine là-dessus. On a obtenu, dans une première expérimentation, des effets absolument remarquables. On fait toujours des expérimentations randomisées par rapport à un groupe contrôle. Et vous voyez ici que les élèves qui ont bénéficié de cette intervention, que ce soit en fin de premier degré, ici, ou en sixième, qui était notre objectif principal, ils ont progressé massivement. Et on arrive à faire remonter des élèves de sixième jusqu'au niveau des secondes en quelques semaines d'intervention. Pourquoi? Parce qu'on a un apprentissage très ciblé, très précis, avec un test qui est échoué au départ, quelques semaines d'intervention et un test qui est réussi à l'arrivée. Si on arrive à faire remonter les élèves au niveau des secondes, c'est aussi parce que le niveau des secondes, malheureusement, n'est pas élevé du tout, hein. Cette intervention, moi, je pense que pratiquement tous les élèves devraient pouvoir en bénéficier si ils échouent sur ce test de la ligne numérique. Donc voilà le genre de choses que nous sommes amenés à proposer sur la base d'une analyse fine des difficultés des élèves, sur la base des sciences cognitives de la numération, que je n'ai pas eu le temps de vous exposer, hein. On arrive à proposer ce genre d'outils. Alors je conclus, hein, un résumé très rapide. D'abord, vous rappelez que le cerveau du nourrisson et du jeune enfant est un organe structuré mais plastique qui a vraiment besoin de stimulation. Il faut le stimuler dans le domaine du langage, y compris une deuxième langue, à l'oral, puis à un moment bien précis, à l'écrit. Et dans le domaine mathématique, des jeux, des constructions, des puces, des casse-têtes, tout ceci peut développer le sens des mathématiques. Mais il y a un moment où il a besoin pas seulement de stimulation, mais vraiment d'enseignement explicite et structuré pour guider l'attention
avec un retour sur erreur. Et dans le domaine spécifique de la lecture, les actions qui fonctionnent sont d'abord l'enrichissement du vocabulaire parlé dès les premières années, puis ensuite l'enseignement rapide des correspondances graphème-phonème en début de première année. Rapide, ça veut dire 2 à 3 correspondances graphème-phonème par semaine. Les enseignants au départ ont du mal, mais c'est vraiment ça qui marche, c'est la densification de la stimulation des enfants. Et il faut le dire très clairement, hein, la méthode globale est tout simplement inacceptable, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles, qui ne viennent pas que de mon laboratoire, qui ne viennent pas seulement des dernières années, c'est 30 ans de recherche, et même les méthodes mixtes sont moins efficaces, un peu moins efficaces qu'une méthode purement phonique. Donc, on a grand intérêt à adopter une certaine rigueur dans l'enseignement de ces facultés. Et puis enfin, un dernier point, je pense que vous aurez compris, il faut évaluer les performances des élèves pour que tout le monde progresse. Les élèves progressent en s'évaluant, le système progresse en s'évaluant, et donc nous avons intérêt à regarder les choses en face. C'est un peu le sens de ce titre ici, Face à face avec son cerveau, c'est l'un de mes derniers livres, hein. Nous devons être lucide sur la manière dont notre cerveau fonctionne. C'est notre cerveau qui nous permet d'apprendre et en apprenant à mieux le comprendre, en le regardant face à face, et bien finalement, on peut progresser plus vite dans nos envies d'apprendre. Voilà, je m'arrête là. J'espère que vous avez bien entendu cet exposé. Je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci. Merci beaucoup, c'était vraiment très très intéressant. On a déjà quelques questions. Je sais qu'il y en a une première qui a été posée, mais au début de votre intervention, qui demandait, quand vous parliez des cerveaux des enfants, en fait, justement quand c'était scannés et autres, il demande qu'en est-il des enfants qui sont TDAH? Alors, TDAH, donc trouble de l'attention avec souvent hyperactivité. Donc j'en ai dit un petit mot d'abord pour dire que c'est une catégorie qui est parfois mixte. Il y a certains de ces enfants qui ont un véritable TDAH et qui peuvent être aidés en particulier par la Ritaline, hein. Vous savez que c'est connu quand on a des interventions pharmacologiques. Faut pas en avoir peur. Ce sont vraiment des enfants qui peuvent en bénéficier grandement, qui peuvent être extrêmement distraits, troublés par leurs troubles et qui vont bénéficier d'une intervention pharmacologique. Mais il y a aussi ce deuxième aspect qui est certains enfants qui ne sont pas aidés d'ailleurs par la Ritaline, mais qui sont en fait en manque de sommeil. Et c'est vraiment un point de vigilance parce que on a de nombreux échos, hein, qui suggèrent que le sommeil est en perte de vitesse, si je puis dire. Les enfants sont distraits de mille manières. C'est aux parents d'assurer que leurs enfants dorment bien. Enfin, je dis ça et je voudrais vous mentionner une intervention. J'en avais parlé cet été sur France Inter. On a beaucoup travaillé là-dessus au Conseil scientifique. On a une collègue qui s'appelle Stéphanie Mazza qui a développé quelque chose de formidable. C'est une intervention auprès des enfants eux-mêmes. Et c'est une idée que j'aime bien après tout. Dans les cours de biologie, je crois que c'était en CE2 ou en CM1, je crois, en CM1, en quatrième année, les enseignants développent pendant 4 heures avec l'aide de petites bandes dessinées qui sont très bien faites, qui sont disponibles sur Internet, un apprentissage par les enfants eux-mêmes de leur propre sommeil. Autrement dit, et ça correspond bien à cette idée de face à face avec son cerveau, hein. Les enfants apprennent leur propre cerveau. Ils apprennent comment ça marche et ils apprennent que dormir, c'est très important, ça permet de consolider les apprentissages. Et alors, l'expérience a été faite, les enfants reviennent à la maison et ils disent à leurs parents, mais j'ai appris qu'il fallait bien dormir. Et on leur fait porter un actimètre qui mesure leur sommeil. Et on constate que par rapport à un groupe contrôle qui n'a pas bénéficié de cet apprentissage, ils dorment plus. Autrement dit, ils ont compris qu'il fallait mieux dormir et toute la famille a corrigé le tir un petit peu. Ils ont dormi plus et les mois qui suivent, et ça dure plusieurs mois, leur apprentissage sont meilleurs. Et beaucoup d'autres aspects marchent mieux. Le climat de classe, par exemple, est très sensible à ces interventions sur le sommeil. Donc, si vous êtes enseignant, si vous êtes parent, il y a vraiment là un levier d'action qui coûte rien et qui est bénéfique à tout point de vue. Je ne vais même pas parler des bénéfices sur la santé. Lorsqu'on dort mal, l'immunité est moins bonne. Lorsqu'on dort mal, il y a des risques d'obésité parce que la digestion des graisses n'est pas la même à différentes périodes de la nuit. Donc, ce sont des effets vraiment considérables, hein. Donc, pensez au sommeil. On ne Et dort on a jamais un trop, parent on qui dit. demande pour le sommeil combien d'heures pour un enfant de sixième de première? Alors, il y a une règle simple. Il faut regarder la table de l'Académie de pédiatrie.
Mais il y a une règle très simple, c'est 10 ans, 10 heures. Donc, Ok. à 10 ans, il faut dormir 10 heures par jour. La sieste peut compter, peut compenser, mais enfin, à cet âge-là, normalement, on ne fait plus trop la sieste. Ouais, ils ont moins envie La de... sieste est importante pour les petits, hein. Donc, si vous avez des enfants en grande section, ou plutôt en moyenne section de maternelle, c'est souvent là que la question se pose. Il y a des inspecteurs de l'éducation nationale qui passent et qui disent, non, mais vous les faites dormir, vous faites perdre leur temps. Ça n'est pas vrai. Si les enfants ont encore besoin de dormir à cet âge-là, il faut absolument les laisser dormir. Et il y a une certaine variabilité. Évidemment, tout le monde ne cesse pas la sieste au même moment, hein. Donc, il faut vraiment laisser les petits dormir quand ils en ont besoin. Et du coup, est-ce que vous aurez des conseils pour inciter, enfin, comment dire, aider nos enfants à accepter de s'endormir un peu plus Ah, facilement, un peu plus tôt parce que plus ils avancent en âge, plus ils sont un peu moins, un peu plus réticents, on va dire. alors, on peut dire un mot des adolescents, parce que je pense que vous voulez parler de ça. Bon, les adolescents contesteront toujours ce que veulent dire les parents. Bien qu'ils peuvent lire sur leur propre cerveau, pourquoi pas, ils sont pas si bêtes, hein. Mais surtout, il faut accepter que le cycle de sommeil n'est pas le même chez l'adolescent. Et ça, c'est pas de leur faute, c'est un phénomène biologique. Le cycle de sommeil se décale. Les adolescents n'ont pas envie de dormir aussitôt, ils ont envie de dormir plus tard, et par contre, le matin, ils ont beaucoup plus de mal à se lever. C'est pas de la paresse, c'est de la biologie. Donc, nous militons pour qu'il y ait un décalage des horaires d'entrée au lycée en particulier chez les adolescents. Très souvent, on les fait lever beaucoup trop tôt pour des raisons d'organisation sociale qui ne sont pas bénéfiques en fait pour eux. Il y a eu des expériences importantes, notamment à Seattle, aux États-Unis. Des milliers d'enfants ont bénéficié d'un décalage de l'entrée au lycée, et je vous assure, les effets sont spectaculaires. Et pas seulement sur les résultats scolaires, mais c'est important, mais sur le climat et sur, par exemple, les accidents. Vous savez qu'aux États-Unis, à cet âge-là, on peut déjà conduire une voiture. Eh bien, les accidents ont diminué de moitié. Donc, c'est vraiment. Et vous savez que les enfants à cet âge-là prennent des risques. C'est caractéristique des adolescents. Ben, la prise de risque est beaucoup plus importante quand les enfants n'ont pas dormi, parce qu'ils ont moins de contrôle de leur cortex préfrontal. Donc, c'est quand même une intervention qui est extrêmement efficace. Je veux bien croire que ce soit difficile de convaincre ces adolescents, mais ça vaut le coup d'essayer. En ayant une autre question qui est, si l'enfant veut apprendre mais n'arrive pas à commencer car la tâche semble trop conséquente, comment aider dans cette situation? Oui. Dans la situation de devoir et un autre problème, comment aider un enfant qui n'arrive pas à séparer l'essentiel et à retenir par rapport aux détails, contre versus les détails. Oui. Bon, j'ai pas les réponses à tout, hein, souvent. Non, je sais, question complexe. Je pense que pour arriver à s'engager dans un apprentissage, il faut que ce soit au bon niveau. C'est ce que d'ailleurs ma collègue au Collège de France, Esther Duflo, que vous connaissez peut-être, hein, elle a prix Nobel d'économie, appelle Teach at the Right Level. Elle a créé un très joli programme qui s'appelle Teach at the Right Level, qui consiste à dire, euh, c'est pas la peine d'essayer d'enseigner un programme massif, on le fait parfois en France, si l'enfant n'a pas le niveau nécessaire pour comprendre les premiers éléments. Il vaut mieux revenir en arrière vers des choses très simples et montrer à l'enfant qu'il y arrive, et ensuite revenir vers des choses plus avancées. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir à des choses simples qui montrent que voilà, tu y arrives. Bien sûr que tu y arrives. Il y a beaucoup d'enfants qui se convainquent qui ne peuvent pas y arriver. Voilà. Oui, Et c'est un grave problème qui est souvent augmenté par l'école, qui parfois va dire t'es nul, c'est pas pour toi. Et les enfants se convainquent très facilement, hein, que ce que leur disent les adultes est juste. Il y a un livre tout à fait merveilleux là-dessus qui s'appelle Chagrin d'école de Daniel Pénac, qui dit moi, on me disait que j'étais nul et je le croyais. D'ailleurs, j'en avais toute l'évidence puisque j'avais de très mauvaises notes toutes les semaines. Donc, pour sortir de ce slick un peu infernal où on s'énerve aussi sur les enfants, il faut absolument arriver à décomplexer ça en montrant que non, tu y arrives. Les choses simples, tu sais les faire. Et maintenant, on va aller juste un cran plus loin, et puis encore un petit cran plus loin, et puis encore un petit cran plus loin. Tous les jours, par contre. Un peu comme le piano, hein. C'est pas différent. Voilà. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut absolument arriver à décomplexer l'erreur. On a le droit de faire des erreurs. C'est normal. Le cerveau apprend en faisant des erreurs. C'est la seule manière d'apprendre. Il y a un décalage entre ce que j'ai essayé de faire et ce que j'ai obtenu. Ça peut être une incertitude. Je ne suis pas sûr de moi et je vois que oui, j'avais raison. C'est aussi un signal d'erreur. Et donc, c'est tout à fait normal de faire des erreurs et il faut surtout distinguer l'erreur de la punition. On corrige, mais on ne punit pas. On donne un signal précis
pour dire qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, qu'est-ce qui était faux exactement dans le problème, là. Mais on ne punit pas, ça n'a rien à voir. On a encore une question. Que penser de la méthode de Singapour? Ah, alors je suis allé à Singapour en novembre et puis on a beaucoup étudié cette méthode et ça fait partie des fiertés quand même du conseil scientifique d'avoir réussi à convaincre l'éducation nationale de modifier les programmes du premier degré pour qu'ils aillent plus dans le sens de Singapour. Euh, d'abord, il faut dire une chose, c'est que Singapour est systématiquement en tête des grandes comparaisons internationales. Vous connaissez les enquêtes PISA, Teams, Ouais. donc ils ont un enseignement de grande qualité. Il n'y a sans doute pas que la fameuse méthode. D'ailleurs, ils récusent, eux, le terme de méthode de Singapour parce qu'en fait, il y a une trentaine d'années, ils ont fait le tour des différents pays et ils ont choisi des éléments un peu partout de ce qui marchait le mieux. Donc, c'est des choses qu'on faisait nous-mêmes il y a 30 ou 40 ans, hein. Alors, il y a beaucoup d'éléments dans la méthode de Singapour, mais un des points clés, c'est l'aspect concret. On revient de façon spiralaire on commence par des choses concrètes et puis très progressivement, on va augmenter la complexité, le degré d'abstraction, mais on va essayer de jamais perdre ce lien avec le concret. Alors, il y a de bonnes méthodes mathématiques en particulier qui sont adaptées de la fameuse méthode de Singapour. Il y a un manuel qui est publié par la Rue des Écoles. Je ne voudrais pas faire de publicité, mais je le trouve fort bien fait, une série de manuels pour le primaire. Ce sont des très bonnes choses parce que ça permet à l'enfant de voir qu'en fait, il comprend. En fait, il a toutes les bonnes intuitions sur les ensembles d'objets, comment ils se combinent pour faire 10 plus 3. Ce sont des choses assez simples lorsqu'on utilise du matériel concret comme ça. Et ensuite, progressivement, la barre qui était une barre de dizaines, hein, les fameuses barres de Cuisner, ben, elle devient la colonne des dizaines, et la colonne des centaines, et la colonne des milliers. On raccroche ces notations symboliques à des choses concrètes. Voilà, je caricature un peu, il y a beaucoup de choses derrière la méthode de Singapour. Ils font très attention aussi à la métacognition, c'est-à-dire qu'est-ce que l'enfant sait qu'il sait, et qu'est-ce que l'enfant sait qu'il ne sait pas. Est-ce qu'il a, est-ce qu'il comprend quelle approche il faut avoir pour être concentré, quelle approche il faut avoir pour résoudre un problème. Ça, c'est fort bien fait également. Et donc ça, on peut retrouver ça dans les livres que vous venez de nous citer. Oui, absolument. Il y a aussi, si vous lisez l'anglais, comme je suppose, là vous êtes à Londres, honnêtement, le document de programme de Singapour, il est remarquable. C'est un document de seulement 40 pages, 50 pages, qui explique toute leur philosophie de la méthode de Singapour pour le premier degré. Et c'est, moi, je trouve, un des meilleurs programmes de mathématiques que j'ai vu dans le monde. Non, bah, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a Je sais pas d'autres questions. je pense pas, j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres qui viennent, donc non. Je vous ai En tout cas, bombardé merci. d'informations. Vous pouvez Non, les c'était retrouver en vraiment partie très dans... bien. Et on a un commentaire formidable. Ah bah ça, je le vois, merci, c'est gentil. Oui. J'avais essayé de rendre ces idées un peu accessibles aussi l'an dernier sur France Inter. Donc si vous allez voir sur les podcasts de France Inter, vous allez trouver des petites chroniques de Ah, 3 c'est bien. minutes qui sont disponibles. Il y en a 40 parce que c'était tous les matins des jours de la semaine pendant l'été. Et j'en ai fait un petit livre, je crois que j'ai montré la couverture à un moment, qui s'appelle Une idée dans la tête, qui est disponible, si vous voulez le lire, voilà. Qui rend les choses un petit peu accessibles. Mais le plus important, je pense, c'est le site du Conseil scientifique de l'éducation nationale, où vous avez tous ces PDF. Donc c'est CSEN, Conseil scientifique de l'éducation nationale. Vous avez tous les PDF sur différents aspects qui peuvent poser des difficultés. On a vraiment beaucoup de sujets, y compris l'esprit critique, la question de la surdité chez les enfants. Il faut penser, hein, aux troubles sensoriels chez certains enfants. Donc voilà, l'aspect, la dyslexie, ce sont des grands sujets pour nous. Ouais. J'en ai pas parlé non plus, mais on travaille beaucoup avec l'association Excello sur le développement de diagnostics pour la dyslexie. Et ce sont des choses qui progressent de façon importante. Ah, bah, je vois que quelqu'un a mis le... On a une autre question. Oui. Quel est l'impact de l'état émotionnel sur la disponibilité pour apprendre? Ah oui, c'est un point important. Effectivement, pour bien apprendre, il faut non seulement être motivé pour apprendre, mais il faut pas être stressé. Le stress est un bloqueur de l'apprentissage. Des enfants qui viennent en étant dans un stress excessif, et en particulier
ce qu'on appelle l'anxiété mathématique, c'est un syndrome bien décrit, des enfants qui sont persuadés que le cours de mathématiques va mal se passer. Voilà. Ça, c'est extrêmement négatif pour les apprentissages. On ne peut pas apprendre si on est dans cet état de distraction causé par le stress. Voilà. On n'arrive pas à se concentrer. Donc, il faut absolument faire diminuer ce niveau de stress. Les jeux mathématiques peuvent être une très bonne méthode, hein. Et on sait en particulier qu'il y a des différences garçons-filles qui sont importantes en mathématiques. J'en ai pas parlé non plus, mais ces différences garçons-filles ne sont pas apparemment d'origine biologique. Elles n'existent pas dans les premières années de vie. Les petites filles et les petits garçons ont les mêmes talents pour ce que j'ai montré très rapidement, l'intuition des nombres, etc. Par contre, les filles développent assez vite un sentiment d'infériorité qui n'est pas justifié, et elles développent plus que les autres cette anxiété mathématique. Et c'est également transmis par les enseignantes. Donc si les enseignantes elles-mêmes ont souffert et ont peur d'enseigner les mathématiques, eh bien ça va être transmis aux filles de leur classe. Donc c'est un assez grave problème. Il faut vraiment réussir à diminuer le niveau de stress qui est associé aux mathématiques. Personnellement, moi j'adore les mathématiques, donc j'ai un peu du mal à comprendre ça. Pour moi, les mathématiques, ce sont avant tout des jeux, des casse-têtes, des problèmes, des mystères quelque part à résoudre, et ça peut être présenté comme ça aux élèves. Et là, on arrive beaucoup à baisser le niveau de stress. Ouais, c'est vrai que c'est un réel problème. La différence garçon-fille, effectivement, en mathématiques, C'est un c'est problème dommage. qui n'est pas partout, qui n'est pas dans tous les pays, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui Bah, a à c'est voir français, avec en fait, finalement. la société qui nous entoure. J'en ai une autre question, c'est est-ce que les enfants avec des troubles d'apprentissage peuvent utiliser ces méthodes? Donc, des méthodes dont vous nous avez parlé. Absolument. En réalité, ce qui marche pour les enfants avec troubles d'apprentissage marche aussi pour les autres enfants. Souvent, c'est comme ça. Donc, euh, bon, nous, on a beaucoup travaillé sur la dyslexie. Les enfants dyslexiques peuvent apprendre à lire. Ce qu'on me dit, on a travaillé avec des centres référents pour les apprentissages, il n'y a pas d'enfant qui ne peut pas apprendre à lire. Ça peut prendre beaucoup plus de temps, ça peut demander plus d'efforts, mais c'est tout à fait faisable. Donc oui, tous les piliers de l'apprentissage que je viens de décrire fonctionnent aussi pour les enfants dyslexiques. Par contre, il est utile d'avoir un bon diagnostic pour essayer de mettre le doigt précisément sur quel type de dyslexie, parce qu'il y a plusieurs types de dyslexie. Et ça peut aider beaucoup à faire travailler juste le niveau qui pose problème. Souvent, on fait travailler les enfants sur les correspondances des graphèmes phonèmes, et en fait, ils les connaissent. Ils les connaissent déjà, et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est plutôt d'automatiser, de ne pas mélanger les lettres dans un mot. Donc, une fois qu'on a bien identifié le problème, on peut mieux les aider. On a encore deux autres questions. Donc là, on retourne un peu sur, je pense, l'anxiété des mathématiques. Là, et par rapport à l'anxiété en français. Ça n'a pas été décrit à proprement parler, l'anxiété en français. Je crois que c'est vraiment les mathématiques qui sont le nœud du stress à l'école. Mais certainement, s'il y a du stress dans n'importe quel domaine, l'apprentissage ne va pas être facilité, hein. Ça me paraît évident. Et là, après, on revient à une question par rapport à la lecture. C'est dans le système anglais, donc les enfants apprennent à lire plutôt, c'est vers 4 ans, dans le système anglais que dans le système français. Selon votre recherche, quel est l'âge optimal pour apprendre à lire? Alors, nos recherches n'ont pas montré d'âge optimal autour de cette période qui est entre 5, 6, 7 ans. Ça dépend des pays, hein. En Suisse, on apprend à lire un an plus tard qu'en France, dans la plupart des écoles. En anglais, on a intérêt à commencer plus tôt pour une raison simple, c'est que l'anglais est beaucoup plus dur à lire. Donc ça, j'en ai pas parlé, mais il y a de grandes différences suivant les systèmes d'écriture dans la transparence de l'écriture. Ce qu'on appelle transparence, c'est à quel point il y a une régularité dans les correspondances entre les lettres et les sons. Donc en italien ou en allemand, une fois que vous connaissez les correspondances entre les lettres et les sons, c'est fini. Vous savez lire. Et vous n'avez pas besoin de faire des dictées, parce que dans le sens inverse, c'est tout aussi régulier. Donc quand vous entendez un mot, vous savez l'écrire. C'est terminé. Ça, c'est merveilleux. Et les enfants italiens et allemands gagnent des mois, voire des années. J'ai montré la courbe dans mon livre sur la lecture, dans les neurones de la lecture. C'est littéralement 2 ans de moins d'apprentissage pour atteindre le même niveau en italien par rapport à l'anglais. Voilà. Alors, du coup, les Anglais ont ce système qui est très bon, je pense, de commencer à apprendre dès la grande section les syllabes les plus simples. Et donc les voyelles et les consonnes les plus simples de la langue, les plus régulières. Je pense qu'on devrait faire ça en France aussi.
et je milite pour ça, qui est une préparation à la lecture, mais plus qu'une préparation, vraiment début de décodage des syllabes les plus simples. Donc c'est les syllabes consonnes, voyelles. Je ne connais pas parfaitement le système anglais, mais c'est ce que nous avons envie de recommander en France, c'est-à-dire vraiment C, V, consonne, voyelle, ma, pa, ta, des choses très simples. Et euh, ce que je vois dans les maternelles en France, c'est que souvent on se restreint d'introduire les lettres. On dit, ah non, non, c'est pas l'école encore, c'est pas l'école. Donc laissons-les jouer, etc. Je pense qu'il y a une erreur pour les petits enfants. C'est ce que disait d'ailleurs Maria Montessori. Il n'y a pas de différence entre jouer et apprendre. C'est pas comme ça qu'ils voient les choses du tout. Mais par contre, ils sont profondément aidés par l'introduction des symboles. Les Ouais. symboles des lettres les aident beaucoup à cristalliser les sons correspondants. Donc, à mon sens, le système anglais a raison d'introduire, mais de façon progressive, parce que eux, ils vont avoir besoin de 2 ou 3 ans d'apprentissage pour décoder toutes les complexités de l'anglais. Non, tout à fait. Le français, alors le français, c'est la deuxième pire langue, hein, voilà, il faut être clair. Dans les langues européennes, en tout cas. Après, c'est laquelle la pire? Ben, donc, anglais premier, français Ah second. oui, Voilà. d'accord. Et le français est malheureusement le pire dans le sens inverse. Ça, c'est un gros problème. Si nous avons tant de problèmes avec l'orthographe, c'est que dans le sens inverse, c'est-à-dire du son vers les lettres, Ah, c'est là, le compliqué. français est la pire des langues. On a gardé un nombre d'irrégularités incroyable. Nous militons d'ailleurs au Conseil scientifique pour qu'on applique au moins les réformes de l'orthographe sur lesquelles tout le monde est d'accord. C'est peu connu, mais l'Académie est d'accord sur des réformes de l'orthographe élémentaire qui datent d'il y a presque 30 ans, mais plus de 30 ans, je crois, et qui ne sont toujours pas appliquées. Donc, acceptons que nous devons faire évoluer notre orthographe comme toutes les langues du monde. Ça évolue partout. Les langues évoluent tout le temps. Et on est incroyablement conservateur avec ça. Et on ne parle pas de réformes majeures, hein. On parle de choses qui sont vraiment juste de la rationalisation, du toilettage de l'orthographe du français. Ah oui, effectivement. Donc nous, à Londres, on cumule un peu le pire des deux. Oui, oui, mais enfin, vous avez d'excellents lycées, donc ça compense. C'est vrai. Je- Non, on a juste encore tout. Vous avez beaucoup de merci. Bah, Beaucoup de écoutez, merci merci. Merci beaucoup. pour l'intervention. Donc, c'est vrai que non, un grand merci. C'était vraiment passionnant. Bah, bonne soirée à Moi, vous. j'ai appris Merci pour beaucoup de votre choses, en tout cas. invitation. Et puis, n'hésitez pas à consulter tous ces documents. Et merci à vous tous qui êtes des soutiens du Collège Ah, de on a France. une dernière question. Le cerveau des bilingues, qu'en pensez-vous? Ouf. On a fait 20 ans de recherche là-dessus. Bah, j'ai montré un moment le cerveau d'une personne bilingue pour la lecture. Alors, Oui, quand on scanne des personnes très bilingues, on voit très peu de différence entre les deux langues, en fait. Ce sont des régions identiques qui interviennent pour les deux langues. Par contre, si vous apprenez à lire une seconde langue plus tard, et surtout à parler une seconde langue plus tard, là, on commence à avoir des circuits assez différents, en fait. Et notamment dans l'hémisphère droit parfois, alors que normalement c'est le cerveau gauche qui est dominant pour le langage. Ça explique d'ailleurs qu'on peut avoir, quand on a une lésion cérébrale, ça arrive qu'on perde une langue mais pas l'autre. Donc, et parfois on peut perdre sa première langue et garder la seconde langue. Ce qui peut paraître surprenant, mais ça arrive assez souvent. Donc voilà, il y a des circuits qui ont tendance à être très similaires quand on apprend tôt et qui commencent à se séparer quand on apprend plus tard, mais on apprend à ce moment-là beaucoup moins bien, comme je l'ai montré, à devenir bilingue. je Euh, confirme. Ouais, on en est tous là. Un mot, donc, quand même, parce que c'est pas important pour vous, il y a beaucoup des parents là qui nous écoutent qui ont une famille bilingue. Profitez-en. Il n'y a aucun coût à être bilingue. Les petits-enfants, pour eux, c'est que du bonheur d'apprendre plusieurs langues. C'est pas difficile, le cerveau est extraordinairement efficace pour apprendre plusieurs langues. Donc, il faut absolument en profiter. Surtout, ne vous inhibez pas. Et si vous avez une babysitter qui a la chance de parler une troisième langue, allez-y, dites-lui de parler sa langue maternelle. C'est beaucoup mieux que de parler mal une autre langue. Et les enfants apprendront à parler un peu de chinois. Voilà, c'est que du bénéfice. La recherche est tout à fait claire là-dessus. C'est un bénéfice pour les langues, c'est un bénéfice aussi pour l'attention, parce qu'en fait, les élèves apprennent à faire attention aux locuteurs, ils apprennent à choisir les mots dans le bon vocabulaire. Donc, en réalité, il y a l'air d'avoir des bénéfices au-delà de la langue, simplement dans la capacité de faire attention. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup hein, pour votre Merci accueil. infiniment. Merci beaucoup. On va vous laisser quasiment 21 heures chez vous. Oui, absolument. Bonne soirée à vous et bah, merci encore de votre accueil. Non, merci. C'était vraiment une très, très bonne.
conférence. Merci infiniment. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir.